Salut la gang, bienvenue à ce 63e épisode de Femmes de fer où je reçois la fondatrice de Juliette et Chocolat, Juliette Brun. Alors si vous êtes fan de chocolat, vous allez être servi parce que durant l'entrevue, on jase de brownies intenses, de son nouveau livre de recettes, mais on parle également d'entrepreneuriat et du langage qui est compris à travers le monde, celui de la bonne bouffe. On l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Montminy, rédactrice, productrice et momtrepreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Bonjour Juliette! Bonjour Sophie! Ça va bien? Ça va très bien, toujours. J'aime ça parce que tout de suite, je vois ton grand sourire et ça fait tellement du bien de voir des gens sourire. Ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est contagieux, hein, le sourire. Oui. C'est très drôle. Je sais pas si tu avais vu, mais il y avait une petite vidéo, un petit montage qui avait été fait. Une personne qui sourit, puis tu vois toutes les personnes qui se mettent à sourire les uns après les autres juste en voyant cette première personne se mettre à sourire. Donc oui, c'est très contagieux. Puis je pense qu'on a besoin de voir du positif pour que cette période paraisse moins lourde. Tout de suite commencer, Juliette, en te disant que je sais pas si le fan est le bon mot, une accro, une totale, mon Dieu, oui, fan de chocolat, premièrement, parce que ça, c'est la blague dans la maison depuis que je suis petite. Si j'ai pas mon chocolat dans ma journée, faut pas me parler. Et deuxièmement, Juliette et Chocolat, c'est l'endroit par excellence pour moi et mes sœurs pour aller passer une soirée ensemble et se retrouver. Et ça fait partie de ma vie depuis plusieurs années. C'est comme un rendez-vous incontournable. Et le brownie caramel salé est quelque chose. Alors, fallait que je te lance tout de suite dans cette intro-là pour te dire à quel point je suis une fan de Juliette et Chocolat. Bref, j'ai déjà fait l'intro, mais je veux quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être que tu peux me décrire en quelques mots qui tu es. Oui, certainement. Écoute, je suis comme toi, une fanatique de chocolat. Je ne suis, tu sais, il y en a qui ont besoin de leur café tous les jours. Comme toi, moi, j'ai besoin de mon chocolat tous les jours. Ouais. Je me passe très bien les cafés, mais quand j'ai pas mon chocolat, disons que je reste quand même quelqu'un de civil et agréable, mais je suis beaucoup moins agréable que si j'en prends. Et donc, écoute, je suis pas tombée très loin dans mon projet d'affaires puisque j'ai réussi à combiner ma passion du chocolat avec ma passion des affaires. Donc, ça a été un bon binôme. Et j'aime toujours autant ça après 17 ans parce que donc, on a ouvert en 2003 Juliette Chocolat, donc la première succursale qui était sur Saint-Denis. On est rendu 17, bientôt 18 ans. Et j'aime toujours autant ça. En fait, j'aime ça encore plus que j'aimais ça quand j'ai commencé. Bon, une équipe formidable maintenant qui m'entoure et qui me supporte dans mes idées complètement folles. Et je fais du bien aux gens. En fait, je dois dire que c'est peut-être la partie du travail que je trouve la plus extraordinaire. C'est que je vois que je fais la différence, même si je change pas le monde. Là, je suis pas en train de faire des choses révolutionnaires. Ça fait du bien. Et on l'a vu cette année, là, la dernière année. Les gens, tu sais, écoute, ils sont pas obligés de le faire, mais ils nous écrivent des messages quand ils commandent un truc sur Uber. Ils nous écrivent merci d'être encore là, merci de nous faire du bien, merci pour vos douceurs. Lâchez pas, on est là avec. Enfin, ça a été une année extraordinaire pour le partage et le côté très humain de cette affaire-là. Donc non, c'est assez extraordinaire. Et puis je continue à trouver des idées avec les chocolats malgré que ça fait quand même longtemps qu'on le travaille et qu'on pourrait croire que je me suis épuisée de toutes mes idées dans ma tête. T'es toujours inspirée par le chocolat, il y a pas de limite. Je n'ai pas de limite. En fait, la limite est plus dans ce qu'on est capable de faire, dans le volume qu'on fait. Parfois, il y a certaines idées qui n'aboutissent pas dans les assiettes de mes invités parce que faisables en petite quantité, mais si je dois le faire dans les volumes de Juliette Chocolat, on n'est pas capable d'offrir le produit tel que je l'avais visionné dans ma tête. J'en ai toujours des nouvelles idées. Et puis c'est stimulant parce que on se nourrit les uns les autres avec notre créativité. Je veux parler des débuts de Juliette et Chocolat parce qu'en lisant en fait ta bio, je me suis rendu compte que tu as voyagé énormément dans ta vie avant de venir te poser à Montréal pour ouvrir ton entreprise. Et moi, je me suis posé la question, est-ce que le Brésil, la Syrie, les États-Unis, la France, est-ce que ça a fait partie de ton développement pour dire le chocolat est partout dans le monde, ça t'inspire? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une petite lumière qui s'est allumée via tous ces voyages-là?
Bah, la lumière qui s'est allumée, ça c'est une très bonne question, c'est que peu importe où tu es dans le monde, peu importe si jamais tu parles pas la langue, tu ne connais pas la culture, tu es comme un étranger dans un pays exotique, eh bien, la nourriture rapproche, peu importe dans quelle partie du monde tu vas être. Ouais. Et c'est un langage universel, en fait. La nourriture et les plaisirs de la table, c'est un langage universel. Donc, pour moi, je pense que c'est ça ce que j'ai appris de mes voyages, c'est qu'il y a une richesse à connecter avec les gens à travers une assiette, un repas, un dessert, peu importe ce que c'est. Et bon, une richesse aussi de connaître un peu ce que chaque culture peut apporter. Tu vois, par exemple, en Amérique du Sud, le chocolat est apprêté de manière complètement différente qu'on l'utiliserait, par exemple, dans nos pays plus occidentaux, etc. Oui. Donc, tu vois, je me dis, c'est des choses que j'ai découvertes grâce à ces voyages. Je pense que je les aurais découvertes à travers des livres, etc. aussi. Mais de le vivre, ça t'imprègne un peu. Puis surtout que moi, j'ai voyagé quand j'étais jeune. Donc, quand on est jeune, on est des éponges. On apprend beaucoup plus. Puis on apprend aussi à être très ouvert à la diversité, à la richesse que chaque personne peut apporter. Et je dois dire que chez Juliette et Chocolat, la nature humaine, bon, on a un travail qui est très humain aussi parce qu'on touche énormément de gens qui viennent consommer, mais aussi on a beaucoup des équipes qui sont assez importantes dans chaque restaurant. Donc, je veux dire, le côté humain de ce travail-là est très important. Mais je dois dire que je pense que ça a rajouté cet élément très humain dans l'entreprise que j'aurais peut-être pas eu si j'avais pas eu ces voyages. Donc, est-ce que justement, juste le chocolat, pas forcément, parce que j'ai découvert plein d'autres choses à travers mes voyages que juste le chocolat. Mais c'est vrai que le chocolat, on en trouve partout dans le monde et que c'est assez universel que tout le monde aime ça. Absolument, absolument. Parce que à la base, t'as pas fait d'études au niveau de la pâtisserie, des chocolats. Pour toi, c'était vraiment au niveau des finances. Pourquoi tu t'es dirigée dans cette branche-là au départ? Mon père est dans les finances et c'est drôle parce que autant mon frère, ma sœur que moi-même, on est tous allés dans les finances. Donc, tu sais, on reproduit un peu ce qu'on voit dans nos familles. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé les chiffres. Les chiffres me parlent beaucoup et je pense que c'est une valeur ajoutée pour la gestion d'une entreprise que je comprends très bien ce qui se passe juste en regardant l'état financier. Tu sais, ça me parle beaucoup. Puis, je pense que d'être proche de ces chiffres, ça permet d'avoir une entreprise qui est saine financièrement et qui dure dans le temps. Mais sinon, je te dirais, j'ai certainement reproduit un peu le schéma familial. Je te dirais que j'y touche à cet aspect financier-là, même si je fais pas que ça. Ouais. Mais j'ai quand même le côté créatif avec Juliette Chocolat que j'aurais peut-être pas eu si j'avais travaillé purement en finance, qui vient un peu équilibrer. Parce que, tu sais, la finance, c'est cérébral. On va dire que, oui, c'est plus cérébral, t'es moins connecté avec les gens. Là, j'ai les deux aspects, donc ça vient pas mal compléter ce que je n'aurais pas eu si j'étais restée uniquement dans les finances. Qu'est-ce qui t'a fait passer du côté très cérébral, comme on dit, des finances à des chocolats? Premièrement, comment ta famille a réagi à ça? Et deuxièmement, pourquoi tu as décidé de t'en aller absolument dans le chocolat? Ben écoute, c'est très drôle parce que la question de comment ta famille a réagi, en fait, moi, je finissais McGill, j'étais à 6 mois de finir mes études, puis j'étais à l'époque sur un visa étudiant. Donc, je devais assez rapidement décider est-ce que je reste au Canada déjà ou est-ce que je m'en vais parce que je pouvais pas rester avec un visa étudiant. Et à l'époque, c'était quand même plus difficile. Les visas étaient plus limités que ce qu'on trouve maintenant. Maintenant, il y a quand même pas mal d'options pour les Français pour venir s'installer au Québec. Donc, il fallait vraiment que je décide, OK, est-ce que je fais ma résidence ici ou est-ce que, surtout en me lançant en affaires, je pouvais pas vraiment obtenir un visa de travail parce que il faut être employé par un employeur, etc. Donc, c'était vraiment soit la résidence, soit je rentrais en France ou j'allais aux États-Unis parce que j'ai habité aux États-Unis puis j'avais de la famille là-bas. Mais à l'époque, le September 11th venait juste de passer. Donc, honnêtement, obtenir des visas, c'était assez compliqué. Les frontières étaient pas mal fermées. Donc, finalement, la décision a été, je vais rester au Québec, on est bien. Et puis, le projet de Juliette Chocolat commençait un peu à germer dans ma tête. Je voulais me lancer en affaires. Je m'étais dit, c'est sûr que j'avais pas encore d'hypothèque à l'époque, j'avais pas de voiture, j'avais pas d'enfant, tu sais. J'avais un peu, toutes les opportunités étaient un peu ouvertes à moi parce que j'étais pas limitée ni financièrement dans mes besoins. Tu sais, je pouvais très bien vivre sur un paquet de pâtes tous les 2 jours. Et tu vois, je veux dire, j'étais très ouverte à me dire, je suis capable de vivre dans un 1,5 s'il faut. Et je me disais, dans le pire des cas, si je me casse la figure, écoute, je suis jeune, je vais trouver un travail après. Tu sais, je veux dire, j'ai un diplôme qui me permet de trouver un travail à peu près n'importe où. J'étais pas trop inquiète. Donc, c'était un peu le moment opportun. Puis quand j'ai commencé à parler à mes parents en leur disant, j'ai une idée, j'aimerais me lancer en affaires, etc. Ma mère me dit, mais non, mais quelle mauvaise idée, tu vas avoir une famille, etc. C'est pas possible pour une femme de travailler, enfin, d'avoir son propre commerce. En plus, tu es en train de me parler de la restauration, il y a rien de pire pour les horaires. Enfin bon, ma mère pensait vraiment à long terme, famille,
Et puis, tu sais, ce que ça implique pour une femme, parce que c'est vrai que malgré tout, même si on veut l'équité avec les hommes, je veux dire, le 9 mois, il y a que les femmes qui le font pour le moment. Donc, et puis l'accouchement, il y a que les femmes qui le font, puis il y a le corps doit se réhabituer. Puis bon, bref, tu sais, il y a quand même une fatigue qui peut s'instaurer avec des enfants, etc. Et mon père, de l'autre côté, qui lui a travaillé vraiment dans le domaine financier et dans, tu sais, avec l'administration, etc., qui avait trouvé dans sa vie que il avait plein de projets incroyables qu'il aurait voulu qui déboîtent plus rapidement, mais avec l'administration, tout est très long. Tu sais, il faut passer à travers des millions de red tape et il faut parler à des millions de personnes pour réussir à faire avancer un projet. Et je pense que ça a été une de ses déceptions parce qu'il a travaillé sur des projets super intéressants. Mais à chaque fois, ah ben non, ça c'est compliqué, ben non, ça ne peut pas, ben non, un tel veut pas, etc. Puis il me disait, c'est parfait que tu sois ton propre patron, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, tu seras pas arrêté par les limitations des autres, etc. Donc lui me poussait dans le dos et maman qui me tirait en arrière en disant, non, calme-toi ma fille, pense-y bien. Donc j'ai écouté mon papa et je dois dire que en date d'aujourd'hui, maman elle me dit, je comprends toujours pas pourquoi tu es allée là-dedans parce que elle voit tout le stress qui est associé à ce travail-là. Et mon père qui continue à pousser en disant, bravo, je te félicite, c'est génial. Et puis il vit de manière parallèle cette excitation de Juliette et chocolat parce que lui n'a pas pu le vivre dans sa propre carrière. Donc c'est très drôle. Et d'avoir amené aussi une vision différente du chocolat à Montréal, c'était quand même quelque chose parce que c'était pas juste un chocolat, les barres de chocolat comme on est habitué de manger, mais plutôt une autre façon de raffiner le chocolat. Est-ce que ça a été difficile au départ de dire non, ça c'est ma vision et j'y crois, je continue là-dedans, malgré qu'il va falloir peut-être que j'éduque un peu ma clientèle? Écoute, c'est une très bonne question parce que effectivement, moi, je pensais que ça allait se faire tout seul. Enfin, moi, dans ma tête, je me suis dit, tu fais goûter quelque chose à quelqu'un qui est délicieux, j'ai même pas besoin de le vendre. Tu sais, tu le manges, tu dis, oh my God, je reviens, tu vois. Donc, pour moi, c'était comme du marketing facile. Et d'ailleurs, quand j'en parlais autour de moi, c'est vrai que je voyais les gens très excités sur le projet parce que j'avais quand même brainstorm plusieurs idées de projet. Puis, c'était vraiment Juliette Chocolat qui collait. Quand j'en parlais, les gens se disaient, ah oui, ça c'est génial, ça irait tellement bien à Montréal, etc. Bref. Et donc, quand j'ai lancé Juliette Chocolat, je me suis dit, facile, tu sais, j'ai juste à trouver le chocolat. Je développe mes recettes. J'avais fait des tasting groups. J'avais des gens qui venaient pour goûter. J'en faisais tous les jeudis soirs. J'invitais genre une dizaine de personnes et j'en faisais goûter entre 15 et 20 recettes. Ils avaient des petits carnets. Il fallait qu'ils remplissent pour chaque recette, pourquoi ils avaient pas aimé, etc. Donc, tu sais, il y avait tout ce travail-là qui avait été fait, mais je le faisais avec des produits que j'ai achetés au supermarché, etc. Tu vois. Et moi, dans ma tête, si je le trouve au supermarché, je vais le trouver pour mon restaurant. Tu sais, je vais le trouver en gros volume. Mais quand j'ai ouvert Juliette Chocolat, le plus difficile, ça a été de m'approvisionner en chocolat. Je n'arrivais pas à trouver du chocolat de bonne qualité, c'est-à-dire pas du Cadbury ou du Hershey, tu sais, je veux dire, c'est un chocolat, mais c'est pas le chocolat que je voulais pour Juliette Chocolat, qui était dans les quantités que je voulais et à un prix qui faisait du sens, c'est un prix où j'avais pas besoin de vendre mon chocolat chaud à genre $16 le chocolat chaud, tu vois. Et ça a été super, super difficile. Et le seul chocolat que je réussissais à trouver du chocolat de couverture, donc du chocolat qui était quand même de bonne qualité, c'est du chocolat au lait. Le chocolat noir, j'arrivais pas à en retrouver quand j'ai commencé. Et finalement, j'ai dû en faire importer par mes fournisseurs pour moi. Donc, je devais payer en avance mes stocks pour qu'ils puissent me les tenir en stock. Donc, effectivement, tu as raison, ça a été quelque chose que j'aurais pas anticipé. Puis après, quand les gens commençaient à venir chez Juliette Chocolat, je leur offrais mon chocolat chaud. J'avais le chocolat chaud à l'ancienne. Et quand ils goûtaient, ils me disaient, mais c'est pas un chocolat chaud, c'est du pudding, c'est beaucoup trop épais, etc. Et finalement, j'arrêtais pas d'amener du lait à la table pour que les gens diluent le chocolat. Et finalement, j'ai créé la version classique du chocolat qui n'existait pas dans mon menu initial parce que justement, il a fallu du temps pour éduquer les gens à mon chocolat chaud un peu plus épais, un peu plus à l'européenne qu'on trouvait pas sur le marché, en fait. Donc, il y a eu toute cette évolution et je vais te dire que maintenant, au départ, j'avais peut-être 75% des personnes qui achetaient du chocolat au lait. Maintenant, j'en ai 50% ou un peu moins qui achètent du chocolat au lait, beaucoup plus qui achètent du chocolat noir. Donc, tu vois, l'éducation s'est faite. Puis bon, le marché a aussi évolué au niveau du chocolat. Donc, maintenant, il y a beaucoup plus de connaissances de chocolat. Mais quand on a commencé, on était loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça a pris combien de temps la première adresse sur Saint-Denis de dire, OK, ben là, on s'en va ailleurs, on ouvre d'autres portes? Quand j'ai ouvert Juliette Chocolat, dès le départ, je voulais en ouvrir plusieurs. Ça, c'était un projet dès le départ. D'ailleurs, mon père me disait, on va être les prochains Starbucks du chocolat. Tu sais. Mon père adorait, le parcours de Starbucks avait toujours beaucoup impressionné. Et donc, on s'était vraiment donné ça comme objectif. Mais je dois dire que ça fait partie un peu de l'apprentissage de se lancer en affaires, c'est d'apprendre à déléguer.
Et moi, je suis quelqu'un d'hyper perfectionniste. C'est une qualité ou un défaut, je sais pas comment est-ce qu'on le voit, mais je dirais que peut-être en entrepreneuriat, c'est peut-être un défaut, parce que il faut apprendre à déléguer puis à dire, même si c'est pas exactement comme ce que j'avais en tête, si c'est à 95% comme ce que j'avais en tête, it's good enough. Je dois te dire que les premières années, écoute, j'étais la seule à faire les crêpes. Il y avait personne qui pouvait faire les crêpes parce que je voulais que les crêpes soient parfaites. Tu sais, il y avait beaucoup de choses que je faisais juste moi-même, que je déléguais pas. Puis graduellement, des chapeaux rouges qui ont commencé à dire, bah écoute Juliette, pourquoi tu nous laisses pas, tu sais, pourquoi tu nous expliques pas comment faire une crêpe, comme ça tu pourrais au moins, tu sais, rentrer 2 heures plus tard, tu sais, on fait l'ouverture puis au moins t'arrives après, parce que je dormais pas, tu sais, je veux dire, je commençais le matin à 7 heures du matin, je finissais à 1 heure du matin, je rentrais à la maison, j'arrivais pas à dormir parce que j'étais sur l'adrénaline, puis je me réveillais le lendemain pour repartir. Donc j'étais tout le temps au travail, je travaillais 7 jours semaine. Donc, tu sais, eux le voyaient, puis ils me disaient, tu sais, ça serait bien quand même que tu prennes du temps aussi. Puis une fois de temps en temps, tu sais, tu puisses aller au cinéma pendant 4 heures, que tu sois pas en train de stresser, bref. Donc, j'ai commencé à déléguer. Et puis, écoute, ça a été un événement, je dois dire, assez important dans ma vie parce que je me suis bloqué le dos. Un soir, en allant promener mon chien, je me suis bloqué le dos. Et en me bloquant le dos, je suis restée au lit 3 mois. Et honnêtement, j'avais jamais laissé mon restaurant une journée complète sans moi. Du jour au lendemain, je me retrouve au lit, puis j'appelle mon équipe pour leur dire, écoutez, ça va pas très bien, mais je pense que je pourrais rentrer le lendemain. Et écoute, tous les jours, c'était devenu le running gag parce que j'ai rappelé pour leur dire, écoute, j'arrive pas plus à me lever. J'arrivais même pas à aller aux toilettes toute seule, tu vois. Donc, j'étais vraiment bloquée. C'était assez intense. Et ben, quand je suis revenue après 3 mois de convalescence, le restaurant était dans un état impeccable. Mon équipe n'avait pas bougé. J'avais toujours la même équipe. Mes invités étaient contents. Les résultats étaient bons. Tu sais, je veux dire, ça a été un peu le déclic pour me dire, peut-être que c'est pas exactement comme je l'aurais géré, mais ça a été suffisant pour pas que j'ai besoin d'être là. Et écoute, je crois que dans l'année qui a suivi, en fait, même pas dans l'année, dans les 5 mois qui ont suivi, j'ai ouvert ma 2e succursale. Et après, j'ai ouvert mon usine de production quasiment aussi dans la foulée. Donc, ça a été vraiment le déclic. Et puis après, on l'a fait de manière beaucoup plus rapprochée, mais ça a été un peu long. Le déclic, il a fallu que je tombe malade pour que ça marche. C'est quand la vie nous envoie un message pour nous montrer qu'il y a encore quelque chose de plus grand après. Mais oui, exactement, pour nous dire, mais attends, mais tu sais, mon équipe, ils étaient capables de le faire, ils étaient extraordinaires, ils étaient dévoués. Je veux dire, j'aurais dû le voir. Mais tu sais, tu te dis toujours, non, mais ça sera pas bon, non, ça va pas aller. Puis, mais écoute, tout s'est bien déroulé pendant 3 mois. Ça a été vraiment magique. Et là, tu as installé une équipe que tu appelles tes chapeaux rouges. Je trouve ça... On dirait que tu as comme une armée de chocolat en arrière de toi qui sont là pour travailler avec toi. Comment tu as installé ça, justement, cette espèce de... Parce que là, tu as plusieurs succursales, d'installer cette vision-là avec tes employés, de dire on est une gang, puis tout le monde, on est là ensemble. C'est un cheminement qui s'est fait naturellement au départ parce que j'étais très présente de mes équipes. Puis moi, j'ai toujours dit, ensemble, on est plus fort que seul. Alors, il y a le dicton qui dit, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Puis moi, j'ai vraiment toujours dit, et puis je le dis encore à mes équipes, ça fait partie des valeurs du Juliette Chocolat. Si tu veux pas travailler en équipe, il n'y a même pas travailler chez Juliette Chocolat parce que pour moi, il y a pas d'autre manière de le faire. Et surtout en restauration, tu sais, on le voit. Et puis je le dis à mes équipes, je leur dis, regarde, c'est un tout qui rend l'expérience magique. Si ton serveur est adorable, mais que la crêpe est immangeable, l'invité sera pas content. Si jamais la crêpe est délicieuse, le serveur ou la serveuse sont désagréables, l'invité sera pas content. Si ton café arrive froid, l'invité sera pas content. Enfin bon, bref. Puis même si ton invité est pas content, tes chapeaux rouges sont pas contents. Bref, on est tous interreliés. Tu sais, tu peux pas déconnecter une personne d'une autre en disant que on peut chacun opérer dans notre coin sans que ça affecte l'autre personne. De toute façon, je parle pas juste chez Juliette Chocolat. Je veux dire, je le vois dans ma vie personnelle. C'est comme ça que je gère ma famille aussi. Tu sais, je dis, pour moi, on a besoin de travailler. On est des êtres sociaux. La relation qu'on a avec les autres est tellement importante. C'est ça ce qui nous nourrit finalement. Tu sais, tout le reste va se faire naturellement si on sait qu'on a des gens derrière nous. Puis cette année, ça a été particulièrement souligné, je pense, pour des personnes qui ne vivaient pas vraiment à 100%, de voir que quand on est déconnecté des autres, il y a un malaise qui s'installe. Tu sais, le bien-être de savoir qu'on est entouré, même si on n'est pas côté à côté, tu sais, dans le sens où cette année, on a été déconnectés les uns des autres physiquement, mais mentalement, moi, j'ai été très bien supportée. J'avais une équipe autour de moi. Puis tu sais, je dis toujours quand je fais des conférences ou que je viens de parler de Juliette Chocolat, je dis toujours ça me désole que je sois la seule en avant parce que en fait, moi, je suis juste une infime partie de ce que représente Juliette Chocolat et de l'équipe qui m'entoure. Puis tu sais, le terme de chapeau rouge est venu s'intégrer parce que avant on utilisait le terme employé et
ça me dérangeait. En fait, je sais pas, mais il y avait quelque chose dans le mot qui me dérangeait. Je trouvais vraiment que c'était très limitant. En fait, on peut être employé dans n'importe quelle entreprise. Je veux dire, pour moi, c'est pas un travail qu'on fait avec ces personnes-là. On construit quelque chose ensemble. Donc, pour moi, oui, il y a une valeur monétaire au travail qu'ils font. C'est normal. Mais il n'y avait pas juste ça. Et je trouvais que le terme employé venait pas compléter ma perception de ce que c'est d'avoir des personnes qui travaillent à côté de nous pour l'amélioration d'une entreprise. Est-ce que d'avoir cette solidité-là te permet maintenant de dire, OK, on peut ouvrir là, encore plus loin, développer plus de produits, ou je pense à aller ailleurs que Montréal, le Grand Montréal? Oui, certainement. En fait, c'est un peu le défi. Je te dirais, en tout cas, pour tout ce qui est produit, etc. Oui, c'est sûr, parce que j'ai une équipe qui est aussi motivée que moi à voir la marque grandir. Donc ça, c'est vraiment génial. Puis tu vois, cette année, ça a été un des défis. J'aurais dit, là maintenant, j'ai une équipe qui est solide sur Montréal. Puis j'aurais dit, maintenant, j'ai besoin de développer votre mobilité, parce que je leur dis, moi, je veux vous faire grandir, mais pour vous faire grandir, il faut que vous soyez ouverts aux opportunités d'aller plus loin que 20 ou 30 kilomètres autour de chez vous, quoi. Tu sais, je dis, je comprends que ça soit confortable, mais je dis, pour grandir et pour que je puisse me tenir à mon engagement de faire grandir à l'interne plutôt que d'embaucher à l'externe, j'aimerais vous embarquer dans cette aventure avec moi. Et écoute, ça a été fou, parce que je pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui embarqueraient. Puis il y en a plein qui ont dit, OK, c'est bon, je vais m'acheter une voiture. Moi, j'ai envie de, tu sais. Donc, je trouve ça vraiment cool, parce que j'ai envie de donner le goût aux gens de s'investir, parce qu'ils savent qu'ils ont la chance de pouvoir grandir avec nous aussi. Tu sais, pas juste de dire à quelqu'un, je t'embauche à un poste puis tu vas rester à ce poste-là. C'est de dire, tu sais, plus je grandis, plus je donne d'opportunités aux personnes que je recrute, que j'embauche, qui font partie de mon équipe. Tu sais, c'est stimulant, parce que tu changes le parcours de certaines personnes. Tu sais, écoute, j'en ai plein qui pensaient pas rester en restauration et qui finalement, ils restent en restauration parce qu'ils aiment ça, tu sais, parce qu'ils ont trouvé un sentiment d'appartenance, ils ont trouvé, tu sais, une entreprise qui leur parle, tu vois, c'est excitant, mais ça reste quand même un défi, parce que forcément, quand tu sors de ta région, tu dois repartir un peu quand même à neuf. Je suis consciente que je vais pas pouvoir prendre toute mon équipe et toutes les embarquer en Ontario, ou, donc il faut quand même composer avec des nouveaux membres qui vont devoir rentrer. Mais en même temps, tu sais, moi, mon projet, c'est, si jamais j'ai à grandir parce qu'on est corpo actuellement, toutes les succursales sont corporatives. Donc, tu sais, c'est sûr que si je vais ouvrir des succursales corpo, je vais les ouvrir dans des marchés où j'ai le potentiel d'ouvrir plusieurs succursales. Donc, ce travail de recrutement et puis ensuite de faire grandir mes équipes dans un même marché, c'est quelque chose qui se fait quand même bien, puis que je sais comment, je sais maîtriser, parce que je l'ai déjà fait. Puis après, pour tout ce qui est comme croissance plus loin, ou dans des régions peut-être où il n'y a pas le potentiel d'avoir autant de jus de chocolat, c'est sûr que l'idée de se dire, on va plutôt aller avec des franchisés opérateurs dans ces coins-là, parce que, tu sais, ils ont déjà leur réseau de contacts, ils connaissent leur région. Tu sais, je préfère avoir quelqu'un qui va venir intégrer Juliette Chocolat de la bonne manière dans leur ville, que plutôt moi, qui suis française, qui, tu sais, je veux dire, je connais pas Trois-Rivières, je connais Québec pour le plaisir d'aller visiter Québec, mais de dire que je serais capable d'opérer un commerce dans un marché qui est quand même différent de celui de Montréal, je préférais avoir quelqu'un, tu sais, qui connaît bien, qui connaît mieux la région, qui connaît bien les élus, etc. Oui, je comprends. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi, et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. Je veux parler de chocolat absolument, parce que tu as sorti ton livre de brownies. Et là, je dois avouer que moi, les brownies, c'est comme une des choses qui font partie de ma vie depuis toujours. Ma mère en fait depuis toujours. Puis moi, je pense que c'est un des desserts que je fais le plus facilement. On dirait que pour moi, c'est comme instantané. Je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Des brownies. C'est sûr qu'on fait toujours des brownies. Fait que quand j'ai vu que tu sortais un livre, je me suis dit, OK, il faut qu'on en parle. Explique-moi pourquoi tu t'as décidé de focusser sur ce dessert-là. Le projet du livre Juliette Chocolat, c'est un projet qui écoute, on en parlait, je crois, à toutes les réunions annuelles où on présentait les projets de l'année. À chaque fois, on disait, on va sortir un livre, tu sais, puis le projet du livre faisait partie de notre conversation annuelle avec nos équipes. Puis à chaque fois, c'était comme, écoute, je me rendais pas compte de la charge de travail que c'est de sortir un livre, mais c'est assez considérable. Et puis, bon, nous, on a tout fait nous-mêmes dans le livre. Tu sais, on a fait les photos, on a fait les recettes, on n'a pas rajouté du monde dans l'équipe. Tu sais, ça a vraiment été fait avec les moyens du bord et avec l'équipe qu'on avait en place. Donc, tu sais, ça veut dire que tout le monde doit compresser, ou en tout cas intégrer des heures additionnelles dans tes journées de travail pour être en mesure de faire tout. Je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai trouvé ça vraiment très intense.
Et au départ, on est parti sur plein de projets de livres parce que chaque année, on se disait, OK, on va faire un livre comme ça, on va faire, et puis, je dois dire que là, j'ai comme 25 idées du tome 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à peut-être le tome 10, parce qu'on a tellement fait de recettes. Et puis, à chaque fois, c'était comme, OK, le projet est cool, mais est-ce qu'on y va trop compliqué, etc. On partait de l'idée de parler du chocolat sous toutes ses formes, de toutes les saisons. Alors, ensuite, on s'est dit, est-ce qu'on fait plutôt, genre, on se concentre sur un seul produit. Mais finalement, on s'est dit, regarde, nos brownies, c'est ce qui, je veux dire, les gens nous connaissent pour nos brownies. Oui. On a plein de recettes de brownies, autant dans les magasins que sur notre boutique en ligne et même en archive pour des projets futurs. Donc, tu sais, je me disais, c'est vraiment un truc, genre, on serait capable de le faire de manière beaucoup plus facile plutôt que de se lancer dans un projet de livre super compliqué. Et en plus, tu sais, moi, j'ai des enfants à la maison, puis je me disais, ce que j'entends souvent, parce que j'ai fait une émission sur Zest, et ce que j'entends souvent, c'est les gens, ils aiment regarder une recette ou lire une recette ou voir une recette dans un magazine. Mais si c'est trop compliqué, je me lance pas. C'est parce que il faut que j'aille chercher tel et tel ingrédient. Il faut que ça a l'air trop compliqué. Finalement, c'est beau, je le regarde dans le livre, mais je le fais jamais. Puis moi, je me suis dit, ce que je veux, c'est que ce soit un livre vivant. Tu sais, un livre que, je vais m'y référer pour aller faire un truc. Puis j'ai pas envie que les gens soient impressionnés par les recettes trop compliquées qu'on va sortir dans un livre potentiel, tu sais. Et donc, on s'est dit, tu sais, le brownie, c'est vraiment le gâteau par excellence qui peut à la fois être familial, mais à la fois être chic si on la prête différemment. C'est facile, t'as pas besoin des millions d'ingrédients. Je veux dire, en gros, c'est de la farine, des œufs, du beurre, du chocolat. Tu vois, c'est quand même simple et c'est bon, c'est toujours bon. En fait, je veux dire, peu importe comment, même quand tu le rates, c'est bon. Tu vois, donc je me suis dit, c'est cet élément-là de très accessible que je voulais. Et ça me permettait en plus d'intégrer les enfants dans le projet, tu sais, parce que je veux dire, même si quand ils viennent, c'est toujours un peu plus salissant et puis qu'il y en a un peu plus partout dans la cuisine, ben ils peuvent participer parce que comme tu dis, la recette est tellement simple que je veux dire, les chances que ça foire, c'est quand même très limité. Donc écoute, une fois qu'on est parti là-dessus sur le projet des brownies, écoute, j'ai encore des idées de recettes de brownies que je n'ai pas fait. Tu sais, non, ça finit pas. Et donc, c'était vraiment, je pense, une belle manière de m'initier dans le monde du livre de cuisine avec quelque chose que j'aime, que je connais et en offrant quelque chose quand même de qualité puis un peu différent de ce qu'on trouve sur le marché. Donc, tu sais, ça a été une combinaison de plusieurs choses. Est-ce que j'ai le droit de te demander c'est quoi ton brownies préféré? Tu sais, moi, je fais partie des personnes qui, quand j'ai un truc que j'aime, je n'y déroge jamais parce que j'ai peur d'être déçue. Tu sais, je vais au restaurant, j'ai goûté celui que j'aime. Tu sais, peut-être que les autres vont être super bons, mais j'ai pas envie d'être déçue de ça. Donc, moi, si j'ai de chocolat, tu me demandes, je prends toujours l'intense. Toujours, c'est chocolat intense, c'est celui que je prends. Mais quand j'ai fait le livre de cuisine, il fallait tout goûter, tu sais, parce que je voulais être sûre que les recettes étaient bonnes. Je veux dire, on avait des brownies partout sur tous les comptoirs. Je veux dire, fallait bien qu'à un moment, on les mange. Et ben, mon femme, oui, c'est ça. Comme ça. Je vais te dire, on a dû en donner aux voisins, ça a été à qui en donner tellement on en avait. Mais mon préféré, ça a été celui au bleuet. Ça a été une révélation. Il a été fini, je crois, je sais pas, peut-être en une demi-heure. Le brownie s'était sorti du four. Tu sais, je venais, j'en reprenais une bouchée. Puis j'ai fini, je crois, à moi seule, j'ai dû manger au moins la moitié du brownie. C'était comme winner. Et je crois que quand je l'ai fait, mais je me souviens plus, mais en tout cas, les bleuets étaient de saison. Donc, tu sais, c'était comme, c'était magique, la combinaison. Puis, tu sais, c'était à la fois chocolaté, mais tu avais vraiment le goût du bleuet dans la bouche. C'était vraiment magique. Donc, voilà, écoute, je suis sortie de mes habitudes. Je suis allée vers quelque chose que je n'aurais pas pris. C'est ça, c'est mon préféré du livre. OK, ben je suis vraiment surprise parce que j'avoue que c'est pas nécessairement le premier vers lequel je vais me tourner moi aussi au bleuet, mais là, tu me donnes vraiment le goût. C'est quand la pâte est tellement facile à manger qu'on n'en finit plus finalement. Exactement, c'est bon signe. Quand ça part vite, c'est bon signe. C'est ça. En terminant, je veux savoir, on en a parlé un peu de où Juliette et Chocolat va s'en aller. Est-ce qu'il y a un projet précis sur lequel tu travailles présentement à part tes franchises? Une des choses qu'on a développées pendant le confinement, c'est de sortir Juliette Chocolat plus dans la grande distribution. Mm-hmm. Donc, on a sorti nos fondus dans tous les métros. Donc, ça a été un projet, même chose. On pense qu'on appelle métro, puis on leur dit, est-ce qu'on pourrait vous présenter ça? Non, c'est vraiment un projet de longue haleine. C'est quand même c'est plusieurs mois de travail avant de réussir à finalement aboutir à quelque chose. Ouais. Puis là, on travaille sur d'autres projets pour justement sortir d'autres produits dans d'autres réseaux de distribution. Okay. Donc ça fait partie un peu de ce qu'on veut développer. Après, c'est sûr qu'on continue à développer la boutique en ligne. Tu sais, je veux dire, j'ai une franchise, mais on est conscient qu'on veut aller ouvrir vraiment beaucoup plus loin. Écoute, le nombre de demandes que j'ai dans le reste du Québec,
je me dis, ça serait vraiment pas gentil si je réussissais pas à développer davantage de partenariats avec des personnes qui seraient intéressées. Tu sais, comme je dis, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, je veux dire, toutes ces personnes-là, j'ai des demandes régulièrement pour aller ouvrir dans ces coins-là. Donc, j'attends que les choses se passent un petit peu plus au niveau de la restauration, mais ça fait partie des projets quand même de continuer à faire ça. Puis après, tu sais, écoute, moi, je suis très ouverte à la vie. Donc, c'est toujours, il y a des choses qui se présentent parfois que tu n'aurais pas anticipées et puis qui font du sens au moment où elles arrivent. Donc, tu sais, je me laisse ouverte à ce genre d'opportunités-là. Je sais pas s'il y aura des choses qui seront très, très différentes de ce que j'ai fait mais je me laisse, tu vois, de continuer à développer, par exemple, mes conférences, de continuer à regarder la possibilité de développer peut-être une autre entreprise. Je suis quelqu'un qui aime bien quand ça bouge. Donc, disons que si ça reste trop monotone, je m'ennuie. Donc, tu vois, si les opportunités se présentent, tant mieux. Sinon, je vais les développer moi-même. Mais attends, femme d'affaires et maman de 5 enfants, tu trouves que ça bouge pas assez? Bah, écoute, je me surprends moi-même. Je me surprends. Tu sais, mes enfants grandissent. Hein, on dit toujours que quand ils sont petits, c'est un peu plus difficile, mais quand ils grandissent, bah, je dis pas que c'est plus facile, mais en tout cas, c'est une gestion qui est différente. Tu sais, au niveau de ce que on leur enseigne, je veux dire, pour moi, de leur montrer que on peut développer différents projets, puis tu sais, avoir des passions qui sont différentes que de celles qu'on a comme métier, tu vois, sans pour autant que ça soit genre des projets complètement fous, mais de leur montrer que si jamais tu as une envie, si jamais tu as une passion, s'il y a quelque chose qui te motive, on peut jongler plusieurs pommes en même temps, quoi. Tu sais, je suis pas obligée de rester à 2 pommes. Puis les enfants aiment bien participer, donc tu sais, ça fait partie aussi des projets de famille, c'est de trouver des choses qui nous permettent à nous tous de continuer à travailler ensemble sur des choses qui nous stimulent ensemble. Donc non, très ouverte à en prendre un peu plus. Peut-être pas un 6e enfant, mais Mais je sais que c'est encore loin, mais est-ce que tu vois une certaine continuité, une dynastie au niveau de l'entrepreneuriat dans ta famille? Ah, mais c'est drôle. Je te dirais que oui, peut-être un peu, mais pas tous. Il y en a certains, ils ont aucun intérêt pour ça. Tu sais, je leur dis, t'aimes bien faire ça, pourquoi est-ce qu'on ferait pas ça? Ou tu sais, j'essaye de voir s'il y aurait de l'intérêt, mais pas du tout, genre même pas une lueur d'espoir. Mais tant mieux, tu sais, je veux dire, en même temps, je pense pas que ça soit fait pour tout le monde d'être entrepreneur. On en parle beaucoup, c'est quelque chose qui est très à la mode. Mais je pense qu'il y a des personnes qui sont faites pour être entrepreneurs. Je pense qu'il y en a d'autres qui aimeraient être entrepreneurs, mais ça prend des reins solides. Ça prend, tu sais, je veux dire, moi, je le vois, le stress, il est quand même pas mal tout le temps assez intense. Oui, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui stresse pas trop, mais ça n'empêche que il y a quand même des moments où je me dis, holy shit, comment je vais tout faire? Donc, tu vois, moi, dans ma tête, je me dis, j'ai pas envie de pousser vers quelque chose qui va les rendre malheureux. Tu sais, j'ai des enfants, j'en ai certains qui sont plus angoissés que d'autres, tu vois. Donc, pour moi, c'est comme, non, je préfère que tu aies un revenu stable, un boulot où tu sais ce que tu as à faire, ton cadre est là. Il y a un côté très agréable aussi d'être employé, tu sais. Oui, je veux dire, il y a une pression qui tombe des fois. oui, la pression tombe. Et puis, tu sais, je veux dire, tu peux aussi te développer personnellement énormément dans une entreprise. Tu sais, il y a des entreprises qui sont extraordinaires, dans lesquelles on a envie de s'investir, puis on a envie de grandir sans pour autant être le big boss. Oui. Donc, tu vois, je pense que cet équilibre-là, j'essaie de leur enseigner en leur disant, oui, c'est possible, mais je veux pas forcément qu'ils reproduisent pour reproduire. Je pense que c'est peut-être ce qui m'a manqué, moi, et je pense que maintenant, on le fait beaucoup plus avec les jeunes, c'est de voir le potentiel de ce qui est possible de faire en tant que métier. Tu sais, moi, à 17 ans, tu me demandais quoi faire, je veux dire, il y a des métiers que je savais même pas ce que c'était. Comment tu fais pour choisir? Maintenant, on en parle beaucoup plus jeune. Il y a tu sais, il y a des journées carrières, les parents viennent parler de ce qu'ils font, etc. Donc, je pense que tu as plus l'opportunité d'y réfléchir en avance. Puis, je dirais aussi qu'on est dans une période où tout le monde peut avoir plusieurs carrières dans sa vie. Avant, tu sais, tu avais une carrière et puis tu faisais ça toute ta vie. Oui. Mais tu le vois beaucoup plus maintenant. Tu peux commencer dans quelque chose, faire ça pendant 10 ans, puis te réinventer, puis refaire une autre carrière et même se réinventer à 60 ans. Tu sais, je trouve ça extraordinaire, en fait, de me dire, tu peux avoir 4 vies et être heureuse dans ces 4 vies-là, te trouver quelque chose qui te passionne selon où est-ce que tu es rendu dans ta vie, tu sais, des enfants, pas d'enfants, etc. Donc, je leur parle un peu de tout ça, puis moi, je dis toujours, je veux les empower, je veux qu'ils soient assez ouverts d'esprit, qu'ils se disent, oui, je peux faire ce que je veux, à partir du moment où je le fais bien, où je m'applique, etc. Les limites ne sont pas là, tu vois? Absolument, absolument. En terminant, je veux savoir, Juliette, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer? Quelqu'un qui est bien enraciné, quelqu'un, tu sais, qui a des bases solides et qui est capable de
je dirais peut-être s'ajuster selon la situation, sans pour autant changer la manière dont on fait les choses, mais juste être capable d'être malléable, d'être ajustable, adaptable à la situation. Tu vois, je me dis de savoir d'où tu viens, de savoir c'est quoi ce qui est important pour toi, puis ensuite d'être capable de t'ajuster selon la situation sans bouger de cette base-là qui est importante et qui fait la force de chacun. Si les gens veulent connecter avec toi, Juliette, ou peut-être plus avec l'entreprise, dis-moi, comment peuvent-ils te contacter? Écoute, moi, je fonctionne beaucoup par courriel, mais sinon sur les réseaux sociaux, écoute, j'ai un compte Facebook, j'ai un compte Instagram, mais pour être très honnête, ce n'est pas moi qui les ai créés. Je n'étais pas quelqu'un des réseaux sociaux du tout. Et je me suis un peu lancée dans l'aventure des réseaux sociaux parce que mon équipe avait créé une page Facebook Juliette Chocolat, puis ils avaient créé une page Facebook Juliette Choco, donc qui était attitrée à moi. Sauf que c'est eux qui l'a géré au départ. Puis écoute, j'adore mon équipe, mais mon équipe parle pas comme moi, ils répondent pas comme moi. Et puis quand ils répondaient, je disais non, je n'aurais jamais employé ces termes-là, j'aurais jamais répondu ça. Tu sais, il y avait un certain malaise de me dire tu réponds pour Juliette Choco, mais c'est pas Juliette Choco qui répond. Et donc je leur ai dit quand j'ai vu qu'il y avait cette page-là, j'aurais dit écoutez, je pense que je vais m'y mettre. Puis je vais gérer ce compte-là, gérer juste Juliette et Chocolat. Donc je te dirais, ils peuvent écrire à travers Juliette Chocolat parce que quand quelqu'un écrit sur Juliette Chocolat, ça m'est envoyé directement. Mais sinon, ils peuvent m'écrire sur mes pages perso Facebook et Instagram. Et ça, c'est moi qui les lis directement. Donc j'ai personne qui gère ce compte-là. Ils n'ont pas accès à mes comptes et rien. Donc si je réponds, mais bon, je dois dire que les réseaux sociaux sont pas toujours très bien conçus pour ce qui est inbox. Il y a des messages qui disparaissent, mais moi je dis toujours aux gens n'hésitez pas à me relancer. Je le vis vraiment pas comme du harcèlement, mais j'ai tellement de choses à faire dans mes journées que, honnêtement, parfois, il y a des messages que je ne vois même pas et je ne me sens même pas mal puisque je ne sais même pas qu'ils sont dans mon inbox, tu vois? Donc, je dis aux gens, honnêtement, n'hésitez pas. Moi, je dis toujours insister, Dans la vie, on n'a pas tout du premier coup. Parfois, faut un peu pousser pour avoir des réponses. Donc, ils n'hésitent pas, mais normalement, je prends vraiment le temps de bien répondre à tout le monde et je mets un point d'honneur de le faire. Parfois, c'est un peu décalé, mais je le fais quand même. Génial. Merci beaucoup, Juliette, d'avoir pris du temps dans ton horaire chargé pour me parler. C'est vraiment super inspirant et j'espère que ça va inspirer les autres à manger du chocolat et à se partir en affaires. Peut-être, tu sais, ça peut être une belle façon de commencer. Écoute, merci à toi, Sophie. Tu sais que ma première fille s'appelle Sophie. Ah! Un prénom que j'aime beaucoup. Oui. Alors, merci. J'étais très contente. Moi, quand j'ai vu que j'allais parler avec une Sophie, j'ai dit, je suis sûre que ça va bien aller. Ah, ben voilà. Donc, merci. C'était vraiment super agréable de passer du temps avec toi. Je suis bien contente d'avoir pris du temps dans mon horaire pour le faire. C'est important. Merci beaucoup, Juliette. Merci à toi. Bonne journée. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.